Minority Report dans la vraie vie, un monde où la justice s'appuierait sur l'intelligence artificielle pour prédire les crimes, où les avocats plaideraient plus avec des données qu'avec des discours. Et si c'était le monde de demain, un monde où les principes juridiques séculaires seraient bouleversés par l'intelligence artificielle. Libre arbitre, droits fondamentaux, présomption d'innocence, société de surveillance. Et que dire des professionnels du droit, juristes en entreprise, avocats, magistrats, comment l'IA est en train de transformer leur métier. Bienvenue sur Esprit-IA les amis, le podcast qui démystifie l'IA pour les professionnels et les passionnés. Je suis Alexandre, fondateur du Média, et à chaque épisode, on part ensemble à la chasse des mystères de la tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Alouche, ancien juriste et surtout littéralement Monsieur éthique de l'IA sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Bienvenue Benjamin, comment vas-tu ? Salut Alexandre, ça va très très bien et toi, merci de me recevoir. Écoute, je suis très content de te recevoir. Je t'ai découvert sur LinkedIn et tes posts sont tout bonnement passionnants. Alors, je te laisse te présenter peut-être un petit peu plus en détail pour commencer auprès de nos abonnés. Oui, donc moi c'est Benjamin, donc j'ai 37 ans. Je suis un ancien juriste, comme tu as dit, j'ai un master 2 de droit, spécialisation droit du numérique, données personnelles. J'ai exercé ce métier pendant 8 ans disons qu'en fin 2018-2019, donc j'ai stoppé cette activité pour raisons personnelles. Alors il n'y a pas de cachotterie, je l'ai déjà dit sur LinkedIn. J'ai suivi mon épouse à l'étranger, tout simplement. Je suis devenu indépendant. Je me suis pas mal cherché et petit à petit, je suis parti sur le Web3, blockchain, crypto et l'IA aujourd'hui. Et j'ai toujours voulu mettre en parallèle ma formation et mon expérience professionnelle avec ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui exactement, pour rester sur cette actualité, ce que je fais aujourd'hui, donc c'est de la formation ChatGPT, IA générative, que je destine principalement aux avocats et juristes. J'ai notamment une formation qui s'est déjà vendue au moment où on tourne ce podcast à plus d'une trentaine de personnes. La version 2 va sortir, qui s'appelle Avocat Augmenté, donc qui marche très bien. Et je fais des accompagnements individualisés en visio et je forme en entreprise, en cabinet d'avocats, les équipes à bien utiliser l'intelligence artificielle générative et notamment ChatGPT. Et enfin, comme tu as dit, je tiens une newsletter qui s'appelle Éthique GPT, qui sort tous les jeudis et qui est la newsletter francophone numéro 1 sur l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle, bien que je peux parler d'autres sujets, pas seulement ça, mais en tout cas, les sujets principaux sont consacrés à ça. Disons, l'éthique au sens large. Vous l'avez compris, que vous soyez juriste ou que vous soyez passionné d'éthique de l'intelligence artificielle, et vous devez l'être parce que vous allez avoir des problématiques qui vont se poser en entreprise sur le sujet de l'éthique de l'IA, cette émission est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission, chers auditeurs. C'est très important si vous voulez suivre toutes les émissions qui vont venir. Il y en a beaucoup qui arrivent, donc n'hésitez pas. Mettez également un 5 étoiles à cette émission pour nous soutenir. Et puis si vous voulez nous soutenir encore plus et que vous souhaitez nous faire un don pour nous aider à faire de plus en plus d'émissions, vous avez également notre page Tipeee en description. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la première rubrique, à savoir le tour du monde de l'IA. Alors Benjamin, pour cette première rubrique, on va revenir sur deux actualités. Deux actualités qui ont fait parler ces derniers temps sur l'intelligence artificielle et qui sont en lien avec le sujet du jour. La première, c'est le patron de Microsoft qui appelle à toujours plus de régulation sur l'IA. Dans le monde tumultueux de l'IA, une question brûlante émerge: comment équilibrer l'innovation fulgurante avec la sécurité nécessaire? On a Brad Smith, le PDG de Microsoft, qui a souhaité interpeller l'opinion. Il est temps d'installer un interrupteur pour l'IA, la capacité d'éteindre la machine si elle ne fonctionne pas correctement. Pour illustrer son propos, Brad nous rappelle que chaque invention, aussi banale soit-elle, peut se transformer en outil, mais également en arme potentielle. Il donne l'exemple du balai, qui peut être un outil de nettoyage, mais qui peut se transformer en arme par destination. Alors l'IA, c'est encore pire selon lui. On a Elon Musk d'un côté qui avait appelé à une pause dans cette course effrénée à l'intelligence artificielle, à un moratoire sur l'IA. Brad Smith de son côté insiste sur l'impossibilité de freiner l'innovation, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais sa solution à lui, c'est de ne pas demander aux innovateurs de ralentir, mais plutôt au gouvernement d'accélérer la mise en place d'une régulation adaptée. Quand j'entends le patron de Microsoft dire ça, c'est assez facile de demander une régulation quand on possède 49%
tout cas aujourd'hui, ça peut changer demain, de l'entreprise la plus puissante en matière d'intelligence artificielle générative, OpenAI, qui a une avance magistrale sur toutes les autres. Donc on peut réguler maintenant, puisque ça permettra qu'OpenAI reste dominant et que personne ne puisse le concurrencer. La seconde, alors il dit une chose, il dit que ce n'est pas aux innovateurs de ralentir, mais c'est aux régulateurs de réguler plus vite. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que dit, et on va en parler juste après, ce que dit l'Union européenne, qui, elle, oublie l'innovation pour réguler sans innover. Ça fait 25 ans que c'est comme ça, et avec l'IAM, ça m'a l'air assez accentué. Alors, sur le fond, je suis d'accord avec lui que, et d'ailleurs c'est ce que j'ai toujours dit, malgré que j'ai toujours des discours, et on va venir juste après sur l'Union européenne, qui sont pas très flatteurs, j'ai toujours été pour une régulation ordonnée, qu'elle soit claire, qu'il faut mettre des limites. Le problème, c'est qu'on va aller souvent trop loin, on va parler de robots en pleine rue, voilà. Donc, restons vraiment focalisés sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par exemple, les deepfakes sont potentiellement dangereux. Même chose, la liste rouge proposée par l'Union européenne n'est pas si mal parce que, alors c'est pas péjoratif, mais c'est un peu ça, une IA à la chinoise, parce qu'en Chine, on pourrait faire des IA avec les données comportementales pour emprisonner des gens ou pour déterminer que telle génétique peut impliquer une potentialité de passer à la délinquance. Ça, on n'en veut pas. Personne n'en veut. Donc ça, il faut. Mais il ne faut pas que dans le même temps, on oublie, et Brad Smith le rappelle dans son interview, tout ce que peut faire de bien l'intelligence artificielle. Donc, je suis pas très optimiste sur une régulation mondiale parce que tout le monde va vouloir défendre son intérêt. J'ai préconisé ça dans une édition de ma newsletter, mais j'y crois peu parce que je vois pas comment États-Unis, Chine, Union européenne et les autres vont s'entendre. Et quant à l'AI Act, en fait, ça pourrait être bien, mais comme a dit Bruno Le Maire, il faut penser à innover avant de réguler. Je parle seulement pour l'Europe, parce que États-Unis, on peut réguler en même temps, puisqu'il y a déjà OpenAI, Anthropic et d'autres qui existent. Donc, on peut, comme il y a déjà des entreprises très fortes, on peut le faire. Mais en Europe, il n'y a rien. Donc, si on régule maintenant en Europe, on n'aura jamais rien. Donc, il faut d'abord penser à innover avant de penser à la régulation. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, mais il faut qu'on garde ce chemin pour dire il faut innover, il faut absolument créer un LLM au moins concurrent à celui de OpenAI pour pas qu'il y ait une suprématie américaine en Europe. Ah, effectivement, la Commission européenne, quand elle a sorti et proposé l'AI Act en 2021, ce qu'elle a voulu faire, et c'est ce qu'elle a dit très clairement dans ses communiqués de presse, c'est faire ce qu'elle appelle un Bruxelles Effect. Un Bruxelles Effect, c'est tout simplement en fait essayer d'imposer un nouveau standard qui va se développer à l'international, comme ça a été le cas selon elle avec le RGPD. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus d'États qui sont en train de se positionner sur la régulation de l'intelligence artificielle, mais à chaque fois qu'un État essaye de le faire, ça ne va jamais aussi loin que ce qui est proposé dans l'AI Act. En fait, le vrai risque avec l'AI Act, et on le voit finalement dans les IA à haut risque, qui sont désignés comme à haut risque dans l'AI Act, on a des exigences réglementaires qui vont parfois trop loin. Par exemple, on nous dit que n'importe quelle IA à haut risque, donc une IA à haut risque, pour faire simple, c'est une IA qui est autorisée sur le sol européen, mais c'est une IA qui va être soumise à des exigences réglementaires extrêmement contraignantes pour essayer de limiter les impacts sur les droits fondamentaux. Eh bien, en réalité, on nous dit par exemple, dans le texte de la Commission européenne, qu'il faudra s'assurer, opérationnellement parlant, que les jeux de données utilisés pour l'intelligence artificielle soient dépourvus d'erreurs et totalement complets. C'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Parler de s'en assurer. J'allais dire, ouais. C'est impossible. Il faut de la flexibilité, il faut de l'agilité si on souhaite continuer à innover. Donc il faut faire de la réglementation, évidemment, pour imposer de l'éthique dans les développements de l'intelligence artificielle, mais il ne s'agit pas d'aller trop loin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les États-Unis. Joe Biden a signé un décret exécutif, présidentiel et fédéral sur l'intelligence artificielle qui vise à commencer une sorte de réglementation aux États-Unis, mais ça va beaucoup moins loin que ce qui est proposé aujourd'hui en Europe. Donc, il y a un vrai enjeu géopolitique aussi à ne pas aller trop loin dans la réglementation, même si, évidemment, et tu le disais très bien tout à l'heure, il faut essayer de minimiser les risques de l'intelligence artificielle qui peuvent s'avérer très importants, notamment en matière de scoring social, de deepfake, etc., etc. Benjamin, je te propose de passer à l'actu numéro 2. La bataille pour le droit d'auteur ne fait que commencer.
Et si les créateurs, artistes, écrivains, cinéastes parvenaient à défendre farouchement leurs œuvres contre l'assaut de l'intelligence artificielle? Avec la percée de l'IA générative, la question brûlante est de plus en plus répandue. Où se situe la frontière entre innovation et violation de la propriété intellectuelle dans ce monde où l'IA peut tout imiter, tout reproduire? Hollywood a fait un pas en avant en obtenant un accord pour protéger ses acteurs de devenir des marionnettes numériques éternelles. Ça faisait littéralement 118 jours qu'acteurs et scénaristes unissaient leurs forces pour une grève historique qui vient de se solder par une victoire. Un accord a été décrété à Hollywood qui instaure des règles claires. Désormais, l'utilisation de l'image d'un acteur pour créer un double numérique dans des séquences générées par l'IA nécessitera une autorisation explicite. Plus encore, chaque apparition de ces doubles numériques à l'écran impliquera une rémunération pour l'artiste. Alors évidemment, cet accord il illustre les enjeux éthiques et les implications profondes de l'utilisation de l'IA dans le secteur créatif qui vont se poser de plus en plus dans les années à venir. Donc la vraie question qui se pose, et je te la pose Benjamin, cet accord hollywoodien est bien beau, mais avec le tsunami technologique auquel on est confronté aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment, dans les années à venir, être en mesure de pouvoir garantir la propriété intellectuelle et le droit d'auteur? Moi, je pense déjà que ça fait le lien avec le précédent. C'est un bon accord. En tout cas, dans le sens où les deepfakes, je pense qu'ils sont vraiment dangereux. Alors oui, c'est marrant de voir Macron déguisé en Angèle et chanter, oui. Parce qu'on sait très bien que Macron ne peut pas être déguisé en Angèle et chanter. Par contre, il est très facile aujourd'hui de faire un deepfake d'une personne inconnue, qui est connue ou non, avec sa voix, son visage. C'est extrêmement simple. Et on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Donc je pense que si on utilise des deepfakes d'acteurs, il faut leur accord. S'il n'y a pas leur accord, ça ne peut pas marcher. Donc pour tout deepfake, il faut l'accord de la personne, son consentement, et ça inclut les acteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on fait des deepfakes, et que si c'est généré par IA, il faut l'indiquer. Donc la propriété intellectuelle appartiendrait, bon, c'est une supposition, je suis moins spécialiste de tout ce qui est de droit d'auteur, mais pour moi, elle appartiendrait à la fois à la personne qui réalise le deepfake et à la personne qui est à l'intérieur du deepfake, donc un acteur ou une actrice. Qu'elle partage, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça pourrait être ça. Ensuite, comment garantir? Comment garantir, c'est ça, c'est en indiquant, on garantit la propriété intellectuelle et en garantissant que ce contenu n'a pas été généré par IA ou au contraire en indiquant avec une pastille que ce contenu a été généré par IA. Après, il y aura toujours des petits malins pour passer outre et le problème, c'est qu'on fera comme aujourd'hui, c'est-à-dire quand les personnes, bon, ça se fait moins, mais elles téléchargent un film ou une musique, c'est une violation du droit de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur et malheureusement, on peut souvent rien faire, en fait. Et là, j'ai peur que avec l'IA, pour des deepfakes non autorisés, on puisse pas faire grand-chose. Si on peut pas retrouver les personnes, voilà. C'est à part la pastille générée par intelligence artificielle et ces accords, c'est-à-dire on fait beaucoup d'accords entre les studios, tout ce qui va pouvoir fabriquer et tourner des films avec intelligence artificielle, on crée un accord pour rémunérer les acteurs, parce que quand on utilise un deepfake d'un acteur, on utilise l'acteur en fait. Donc c'est comme s'il était, si il ou elle était présent dans le film. La question que je pose souvent dans cette émission, c'est de dire, en fait, on va vivre dans un monde qui va être de plus en plus flou par rapport à la réalité. On va être dans un monde numérique, on va avoir de plus en plus d'informations et on va avoir du mal, nous en tant qu'humains, à discerner la réalité de ce qui a été fabriqué de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Et finalement, la question que je me pose très régulièrement, et je vais te la poser, je ne sais pas si tu as une réponse à cette question, est-ce que finalement, à l'avenir, on ne va pas devoir se reposer sur d'autres intelligences artificielles qui seront les seuls en mesure de pouvoir déterminer si cette image, si cette vidéo, si cette voix a été générée ou non par l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a déjà du mal à identifier des photos qui sont générées par l'IA. Je n'ose pas imaginer dans 10 ans à quoi ça va ressembler. Ça va être tellement réaliste que, aux yeux d'un humain, il me semblera impossible de pouvoir s'assurer
que tout ça n'a pas été généré par l'IA. Et avec les risques de manipulation que ça va engendrer, notamment pour des figures politiques, je pense qu'il va falloir pouvoir se reposer sur des intelligences artificielles et qui est finalement un jeu de chat et de la souris pour que entre les images malveillantes qui soient générées et les IA de détection d'images malveillantes, on essaye en fait de court-circuiter cette volonté de manipulation au travers de deepfake. J'ai lu le livre de Laurent Alexandre, La guerre des intelligences. Bon, il y a à boire et à manger dans le livre, hein, je préfère le dire. Parfois, ça va beaucoup trop loin. Mais pour la vulgarisation, pour des personnes qui veulent vraiment faire une introduction, c'est pas trop mal. Il dit exactement la même chose que toi. Il dit que seules des intelligences artificielles pourront contrôler des intelligences artificielles. Pour le coup, je suis plutôt d'accord parce que, comme tu as dit, ça va être très difficile, en fait, de plus en plus difficile de détecter un contenu généré par IA. Parce que les IA s'améliorent toutes. On a vu, là, quand on tourne ce podcast, on est en novembre 2023, on a vu l'immense progrès de Midjourney en un an. C'est hallucinant, en fait, le progrès, c'est fou. Il y a encore 8 mois, bon, il y en a encore qui le font parce que ça les amuse, ils ont que ça à faire. Ils repèrent le nombre de doigts sur les mains. Il y en a 6, il y en a 4, il y en a 7. Parce que Midjourney n'était pas bon pour générer les mains. Maintenant, c'est fini. On voit même les ongles. Donc, alors, on peut repérer que c'est une image générée par IA. Il faut vraiment des prompts extrêmement bien travaillés pour avoir un doute, en fait, sur le fait que c'était généré par IA ou non. Mais pour un paysage, c'est très difficile. Et on aurait des IA qui seraient entraînées spécifiquement pour repérer un contenu généré par IA parce que elle pourrait aller lire dans l'algorithme, plutôt dans le détail de la photo, que ce n'est pas une photo réelle, ou une voix, ou tout ce qu'on veut. Même les vidéos, tu as une IA qui traduit... en fait, tu enregistres une vidéo en français, tu donnes la vidéo, tu demandes à ce qu'elle soit traduite en italien, en anglais, en allemand, en ce que tu veux, et la vidéo est régénérée avec ta voix, mais dans la langue en question, avec le mouvement des lèvres qui suit la langue destination, donc la langue traduite. Et en fait, si on ne le sait pas, on ne peut pas savoir que ça a été généré par une IA. C'est impossible. Enfin, c'est quasi impossible. Et ça va le devenir de plus en plus parce que voilà, c'est l'écrit qui viendra en dernier parce que l'écrit, c'est un peu plus complexe encore pour une IA. Enfin, en tout cas, pour vraiment parce qu'aujourd'hui, on le voit, les commentaires, LinkedIn, certains articles de blog, on voit quand même que c'est une IA qui les a écrits. C'est un langage un peu robotisé, mais ça va l'être de moins en moins. Et donc, je pense que seule une IA pourra vraiment détecter ces contenus, en fait. Donc, j'avoue, c'est aujourd'hui impossible, vraiment, c'est impossible de savoir comment on pourra garantir les droits d'auteur et les droits de la propriété intellectuelle à 5 ans. C'est très difficile, il va falloir vraiment repenser ça parce que les deepfakes seront partout en fait. Deepfake, ça veut pas dire que c'est un mauvais... Enfin, c'est pas mauvais en fait. On peut générer nos propres deepfakes. Mais en tout cas, il y en aura partout et ça va être très difficile en fait de distinguer le vrai du faux. Écoute Benjamin, je pense qu'on a très bien introduit le sujet du jour, à savoir l'IA dans le domaine du droit, donc je te propose qu'on passe tout de suite au rendez-vous expert. Benjamin, la thématique d'aujourd'hui, c'est l'IA dans le domaine du droit. Donc on va rentrer en profondeur dans ce sujet. Alors déjà, j'ai envie de te poser une première question. Comment l'IA est actuellement utilisée en fait par les juristes, les avocats, les magistrats? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'IA au sens large, je sais qu'il y a des entreprises qui la développent depuis certains temps. Il y a Predictis en France, par exemple, qui est un assistant IA qui fonctionne assez bien pour les recherches jurisprudentielles. Donc ça, c'est le côté, on va dire, ancienne IA, c'est-à-dire quand on en parlait pas trop. Et il y a d'autres exemples, mais c'est vraiment celui qui me vient là. Donc il y a d'autres startups qui l'utilisent de cette façon. Et puis tu as l'IA générative qui vient d'arriver, donc qui là n'a pas été développée par des startups juridiques, bien qu'il y ait des petits trucs qui, en gros, tu donnes à une IA le code civil et donc elle
tu crées un bot en fait et qui va interroger, enfin tu vas pouvoir interroger ce bot qui connaît par cœur le code civil sur des questions, il pourra y répondre. Mais c'est surtout ce qui est fait en sous-main. Et aujourd'hui, on sait pas, il y a peu de communication du côté des avocats et des directions juridiques sur leur utilisation de l'IA générative en interne. C'est pas vraiment ce que j'ai les avocats et les juristes. Et qu'en plus, c'est quand même un métier juridique, donc on peut avoir encore davantage finalement de craintes par rapport au risque de sanctions, du RGPD, de la propriété intellectuelle, du secret industriel. Et donc en réalité, les directions juridiques seront peut-être les dernières à utiliser sur le lieu de travail, en réalité, des IA génératives comme ChatGPT ou autres. Donc est-ce que, à ton avis, c'est possible, quand on est juriste, de pouvoir utiliser des IA génératives? Alors oui, bien entendu. Alors c'est pour ça que j'ai dit, c'est bien sur ce qu'elles disent en public, ces directions juridiques, et ce que disent en public, c'est les avocats. Publiquement, ils font pas de communication, mais je sais qu'ils les utilisent puisque moi-même, j'ai des clients avocats, juristes, qui me demandent des formations sur le sujet pour comment utiliser ChatGPT, notamment, parce que bon, les IA génératives d'images, ça sert pas trop. Donc, c'est vraiment ChatGPT et GPT-4, surtout, qui intéressent les avocats et les juristes. Et la première question qui revient, tu l'as déjà cité, c'est oui, mais je peux pas l'utiliser. Enfin, est-ce que je peux, enfin, plutôt, c'est une affirmation que je transforme en question. L'affirmation, c'est mais je ne peux pas l'utiliser parce que ça va violer le secret professionnel. Alors, ça, c'est faux. C'est parce que, en fait, c'est une affirmation trop péremptoire. Si on l'utilise mal, oui, ça va violer le secret professionnel. Donc, qu'est-ce que font aujourd'hui, et ça, j'en suis certain, certains cabinets d'avocats et juristes? C'est qu'ils l'utilisent soit pour des éléments qui ne vont pas impliquer de données protégées par le secret professionnel. Donc, ça va être générer un email par exemple, donc qui ne mentionne aucune donnée, ou alors, et c'est là que c'est intéressant, c'est prémâcher le travail, faire de la pré-rédaction de contrats, de statuts, de mails, mais cette fois plus qui pourrait être dangereux pour le secret professionnel, ou tout élément qui sont attraits à un dossier, mais sans données sensibles, confidentielles, personnelles et plus généralement protégées par le secret professionnel. Utiliser ChatGPT en cabinet d'avocat ou dans les directions juridiques, c'est aussi important, voire plus important que dans tout autre secteur, parce que le secteur juridique, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, sera l'un des plus touchés par l'IA générative. Donc c'est indispensable de s'y mettre maintenant. Et il ne faut pas penser que ça viole le secret professionnel et qu'on aura des sanctions RGPD, parce que pour bien utiliser l'IA générative, il n'y a pas besoin de données sensibles. ChatGPT s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui donnez des bonnes instructions. Des bonnes instructions avec un bon prompt. Et une fois que vous avez les instructions, ça marchera. Je peux te donner un exemple. Imaginons un avocat en droit des étrangers à un de ses clients qui a reçu une OQTF, donc obligation de quitter le territoire, et il doit répondre à cette question. Il doit répondre à ce courrier pour protéger son client. Bah, avec un bon prompt, parfait, en décrivant les faits, mais et c'est là que tout change, en donnant un nom fictif, puisque des OQTF, il y en a chaque jour en France, donc c'est impossible de savoir à qui ça correspond. Il suffit de donner un nom fictif, et là, ChatGPT vous rédige en fait le courrier. Si les instructions sont bonnes, le courrier est excellent en fait. Alors bien sûr, il faut relire le courrier. Il ne faut jamais valider. Enfin, il faut, comme cet avocat américain qui avait plaidé, je crois que c'était au mois de mai, au mois de juin, en donnant des jurisprudences, mais qui avait été inventé par ChatGPT. Je reviendrai sur ça juste après. En donnant les bonnes instructions, le courrier va être déjà de très bonne facture. Il suffira de le relire et bien sûr de mettre le vrai nom. Bien, il faut bien sûr aussi omettre si c'est mentionné le nom des entreprises. Alors, pas pour une OQTF, mais en gros, tous les noms qui peuvent se rattacher à du réel, il faut les enlever. Donc, bien sûr, les noms et prénoms, les adresses, les téléphones, le nom des entreprises, le nom des produits, tout ça, vous l'enlevez.
Et moi, quand j'ai fait, pour revenir à mon exemple sur le courrier, moi, quand j'ai fait générer ce courrier par ChatGPT avec les instructions, c'était excellent. Voilà. Et ça, on peut l'appliquer pour toutes les activités juridiques, toutes. Par contre, le deuxième problème après les données sensibles qu'il faut absolument purger, c'est les hallucinations. Donc j'ai donné cet exemple avec cet avocat américain. En fait, les hallucinations, c'est une fonctionnalité d'un LLM. Parce qu'un LLM est programmé pour répondre. Il n'est pas programmé pour ne pas répondre. Ils doivent, pour lui, vous allez lui donner une instruction. Et lui, son but, c'est pas de dire je sais pas, il va faire le lien entre ses instructions, entre nos instructions, les données qu'il a, son raisonnement pour trouver une réponse. Et il peut arriver que cette réponse soit inventée. Il y a quand même un moyen de limiter ces hallucinations, c'est dans le prompt d'indiquer très clairement, plusieurs fois s'il faut, que il ne peut pas halluciner, il ne doit pas inventer quoi que ce soit, et que s'il ne sait pas, il doit le dire. Parce que, en fait, ça voudra dire que je ne sais pas devient une réponse. Parce qu'on lui a dit que ce n'est pas un problème. Et aussi, d'affiner le prompt en demandant à ChatGPT de vous poser des questions pour affiner la demande. Comme ça, la demande sera plus précise. Et ça marche très bien pour, notamment quand vous lui demandez des données textuelles ou jurisprudentielles. J'ai fait un test cet après-midi pour la formation. J'ai tourné un chapitre. Je lui ai demandé à ce qu'il me cite de la jurisprudence en tableau et toutes les jurisprudences citées existaient. Parce que j'ai justement dit, n'invente rien, n'hallucine pas, va les chercher là, et si tu ne sais pas, c'est pas grave. Et il m'en a trouvé 5 qui étaient très bonnes, qui étaient exactement ce que je voulais. Et donc voilà, donc ça mâche le travail de l'avocat, du juriste. Voilà, donc j'ai essayé de faire la réponse la plus complète possible, mais si tu as d'autres détails, je suis prêt à y répondre. Tu as dit beaucoup de choses, c'est très intéressant. Effectivement, il y a un certain nombre de risques qui se posent avec l'utilisation de l'IA, mais c'est pas des risques qui sont irrémédiables en réalité. On le voit par exemple avec la question de la souveraineté des données, le fait de rester souverain en fait des données qui sont liées au secret industriel ou des données qui sont liées à des données à caractère personnel et qui risqueraient d'être soumises à des sanctions si on les diffuse auprès de l'IA générative. C'est exactement la même problématique que quand on utilise en entreprise, par exemple, des traducteurs qui sont disponibles online. Si certains de ces traducteurs, en fait, récupèrent les données pour alimenter leur modèle et que on a diffusé de la donnée industrielle, qu'on a diffusé de la donnée personnelle, eh bien, en réalité, on est exactement dans la même infraction que ce qu'on aurait fait avec ChatGPT. Donc, il s'agit pas, en fait, d'interdire l'usage de ChatGPT, a priori. Il s'agit quand même plus d'essayer de former les gens pour qu'ils arrivent à faire comment on peut utiliser ChatGPT de manière éthique et de manière responsable au travail, et ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on utilise ChatGPT dans un cadre professionnel. Ensuite, pour continuer sur le sujet de comment l'IA générative peut être utilisée dans les entreprises, moi j'avais eu l'occasion justement, Benjamin, dans le cadre d'un salon, de rencontrer une start-up qui s'appelait Olympe Legal et qui en fait a développé un chatbot RGPD. Alors c'est simple, ils ont fait du fine-tuning avec tous les textes qui sont liés à la donnée à caractère personnel, la loi informatique et liberté française, la DSP2, la DSP3, l'AI Act, etc., etc. Et donc en réalité, ça donne finalement une sorte d'assistant Data Protection Officer pour les entreprises, où en fait on peut donner au bot en fait un cas bien précis, une problématique qui se poserait en entreprise, et derrière le bot vient en fait donner un premier avis avant d'avoir à consulter des juristes ou d'avoir à consulter des DPO. Actuellement, avec la nouvelle mise à jour de GPT-4 qui permet de créer ses propres bots, j'ai pu également créer mon propre bot conseiller sur l'AI Act, où en fait je lui ai donné les différentes versions de l'AI Act, la version du Parlement, la version du Conseil, la version de la Commission. Il les a emmagasinés et désormais il est en mesure de pouvoir dire si dans le texte il y a tel ou tel article et si tel ou tel type d'IA par exemple est considéré comme une IA à haut risque selon telle ou telle version du texte. Donc
il y a des gros avantages en fait quand même à utiliser l'intelligence artificielle en entreprise, notamment dans un cadre juridique. Alors, est-ce que tu as d'autres exemples de comment l'IA peut aider les entreprises à respecter leurs obligations réglementaires? Tu as très bien dit une chose qui est très importante parce que je crois qu'il y a une grande confusion sur le RGPD et les violations au RGPD. Quand on utilise ChatGPT et qu'on entre des données personnelles, ce n'est pas OpenAI qui est responsable, c'est nous. C'est parce que c'est un transfert de données vers les États-Unis qui est a priori non autorisé. Bon, le problème c'est qu'un coup les transferts c'est vers les États-Unis, c'est adéquat, un coup non, enfin ça change en permanence, donc ça c'est très difficile à suivre. Mais c'est nous qui, c'est pas OpenAI qui est responsable de l'utilisation qu'on fait de ChatGPT. Donc si on entre des données protégées, confidentielles, personnelles, qui en plus, pour les avocats, sont protégés par le secret professionnel, nous sommes responsables. Voilà, ça c'est très important. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ChatGPT, bien au contraire, puisque la technique numéro 1 d'utilisation, c'est de purger les données. Alors ensuite, parce que, encore une fois, il n'y a pas besoin de données personnelles dans le prompt. Le prompt s'en fiche. D'autres solutions, tu as des... Alors, solutions souveraines, oui, mais une vraie solution souveraine, c'est un LLM développé dans le pays ou au moins en Europe. Aujourd'hui, il y a Mistral AI, par exemple, mais qui n'est voilà, qui reste quand même quelque chose d'assez petit. J'espère que ça va être très grand, mais pour l'instant, c'est petit. Et puis, tu as des solutions qui vont créer une interface qui ressemble beaucoup à ChatGPT en utilisant notamment les LLM comme GPT-4. Et eux, en fait, ils vont faire un mur entre les données que vous entrez dans leur chat et les données quand elles sont transmises à OpenAI. En gros, elles seront pseudonymisées ou anonymisées. En France, il y a par exemple SafeBrain qui fait ça. Voilà, mais ça reste quand même une utilisation d'OpenAI en sous-main, parce que c'est le LLM GPT-4. De dire comment font les entreprises pour se protéger et ne pas être sous le coup de sanctions, c'est plutôt qu'est-ce qu'elles doivent faire pour ne pas l'être. Et pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est faites exactement ce que vous faites quand vous utilisez, quand vous travaillez sur Internet avec vos données, en fait. Vous les protégez. Donc, c'est pour ça que je répète, il suffit aujourd'hui de ne pas entrer de données sensibles, confidentielles, personnelles, protégées dans ChatGPT. C'est la solution numéro 1. C'est la solution qui marche tout le temps. Du coup, je te propose qu'on bascule sur un sujet qui serait a priori encore plus sensible, c'est l'utilisation de l'IA dans les palais de justice. Alors, tu en parlais tout à l'heure, ce fameux avocat américain qui a cité des fausses jurisprudences avec ChatGPT. On a également d'autres types de risques. On a le risque d'utiliser l'intelligence artificielle pour prononcer des sanctions, des peines, et que en fait l'intelligence artificielle utilise des biais. Cette fameuse notion de biais, en fait, qui sont des préjugés qui ne sont pas nouveaux, hein, qui ont toujours existé dans les cerveaux des humains, mais qui aujourd'hui sont répercutés en fait pour certains dans les intelligences artificielles qui, elles, n'ont pas le recul pour prendre de la distance par rapport à ces biais et qui peuvent les répercuter dans leurs décisions. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai risque dans le futur, en fait, que l'intelligence artificielle arrive dans les palais de justice et puisse, en fait, créer de la discrimination, par exemple? C'est la loi qui décidera, en fait, si ces outils apparaîtront. Moi, je suis assez optimiste et positif sur l'IA, donc je vais quand même commencer par ça. Si ça peut aider les juges à désengorger, alors je parle en France, hein, si ça peut aider les juges à désengorger les dossiers dans les tribunaux, ce sera pas plus mal. Donc on pourrait avoir une IA, je donne un exemple. Alors là, par contre, il faudra une IA, alors, le mieux c'est une IA souveraine, mais j'ai peur que une IA souveraine, vu le retard pris, ne soit pas assez performante pour faire ça. Mais en tout cas, une IA qui protège, qui va par exemple faire un tri gigantesque de tous les dossiers et qui va, grâce aux données d'entraînement qu'elle a eues, donc là pour le coup, c'est pour ça qu'il faut une IA souveraine très protégée, parce que là, il y aurait des données personnelles, des données sensibles, donc là, il n'y aurait pas le choix en fait.
C'est pour ça que c'est très important que cette IA-là soit très, très sûre. Donc, en gros, GPT-4, pour l'instant, c'est impossible. Pour faire ça, elle va manger toutes les décisions de justice, tous les dossiers des magistrats le plus possible. Et une fois qu'elle a ça, elle saura comment ordonner un dossier et elle pourra plus ou moins automatiser certains dossiers assez simples, en fait, à résoudre, où en gros, on lui donne chaque fait et, enfin, en gros, elle a les faits et comme elle connaît toutes les dispositions juridiques, parce que ça c'est pareil, ce serait vraiment une IA qui serait spécialisée sur tout ce qui est judiciarisation, justice et tribunaux, qui saurait tout sur la procédure. Voilà, c'est le mot que je cherchais, sur la procédure. Et donc elle pourrait résoudre toute seule un dossier, et le magistrat ou la magistrate n'aurait plus qu'à valider. Voilà, ce serait fait automatiquement, en quelques secondes. Ce serait un gain de temps immense. Pour des dossiers plus complexes, on pourrait utiliser, Predictis, c'est ce qu'ils veulent faire depuis longtemps et ils y arriveront, c'est de la prédiction en fait. C'est-à-dire, voilà la jurisprudence antérieure, les précédents sur un dossier assez similaire. On a le pourcentage de dossiers qui ont fini comme ça, le pourcentage de dossiers qui ont fini comme ça, et donc on pourrait prédire ce qu'il adviendrait de ce jugement. Mais ça irait plus vite en fait. Voilà, parce qu'on aurait déjà une décision qui serait pré-rédigée. Voilà. Autre exemple, une IA peut pré-rédiger une décision. Elle le fait toute seule et le juge n'a plus qu'à relire. Voilà. Je cherche d'autres exemples, mais il y en a plein en fait. Plein. Le but premier pour moi, c'est de désengorger les tribunaux, de faire que ça aille plus vite. Après, il y a autre chose, mais là, on rentre dans des choses plus complexes et je pense que ça va t'intéresser pour tout ce qui est équité, enfin, pour tout ce qui est éthique, c'est l'équité. Garantir des jugements justes pour que justement ne pas contredire un précédent et qu'on applique la même décision, notamment quand c'est des faits sensibles. Quand c'est des faits moins sensibles, c'est moins grave. Mais quand c'est sauf, voilà, ça dépend, mais c'est surtout en pénal que c'est important. Et si en droit pénal, pour des faits similaires, on n'applique pas du tout la même sanction, s'il y en a une, c'est très grave en fait. Et donc, on aurait une justice qui est plus prévisible, ce qui serait important à la fois pour les accusés et les victimes. Et tout ça, une IA pourrait le faire. Encore une fois, ce serait un pré-travail. Le vrai travail serait celui du juge à la fin. Mais en tout cas, ça permettrait d'aller plus vite, d'avoir une justice éthique. Plus éthique en tout cas, plus équitable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont que des prédictions. On ne sait pas ce qui se passera. C'est impossible. Aujourd'hui, on suppose, mais en tout cas, pour le premier point, c'est très intéressant parce que je suis certain que si on arrive vraiment à avoir cette IA souveraine ou du moins qui surprotège les données parce qu'on serait obligé de partager des données personnelles et sensibles, c'est très très important qu'on arrive à faire ça parce que ça va désengorger totalement les tribunaux et ça ne va pas supprimer des juges et des greffiers parce qu'il n'y en a pas assez. Donc pour moi, ça restera la même chose. S'il y avait assez de juges et de magistrats, on ne mettrait pas 3 ans à résoudre des affaires qui parfois ne sont pas très importantes. Donc on mettrait plus que quelques semaines, ce qui est mieux, je pense, pour tout le monde, les magistrats et les justiciables. Et donc, on aurait aussi une justice plus prévisible, mais là, ça demande un peu plus de travail et surtout plus de discussion au niveau de l'éthique. Écoute, je trouve ça super intéressant ton propos parce que on voit en fait ta vision assez positive en fait de la chose qui détonne avec pas mal de choses qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, dans des analyses sur l'impact que pourrait avoir l'IA dans le domaine de la justice et c'est super intéressant d'avoir justement ton avis sur la question. Après, tu le disais très bien tout à l'heure, aujourd'hui ce ne sont que des prédictions parce qu'en réalité le monde de l'intelligence artificielle évolue tellement vite que on ne peut pas dire de manière péremptoire et affirmer que tel ou tel scénario va se produire. Et aujourd'hui, chers auditeurs, à partir des informations qu'on a, on essaye de vous restituer les scénarios les plus plausibles selon nous. Mais il ne faut pas affirmer de manière trop péremptoire que ceci ou cela va ou ne va pas se produire. Et je voulais pousser un petit coup de gueule aujourd'hui parce que pour préparer cette émission, j'ai essayé de me renseigner sur des émissions qui avaient pu avoir lieu sur l'IA dans le domaine du droit. Et je suis tombé sur un podcast de 2 professeurs qui parlaient justement de ce sujet.
sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que ces deux professeurs, en l'occurrence, n'avaient pas l'air de s'y connaître tant que ça sur le domaine de l'intelligence artificielle, notamment d'un point de vue technique, et affirmaient que en réalité ChatGPT n'était pas intelligent, que l'intelligence artificielle générative ne changeait pas grand-chose dans le cadre du domaine du droit, et que au début, quand elles ont commencé à utiliser ChatGPT, eh bien elles pensaient que cela pouvait porter atteinte au métier de juriste parce que ChatGPT était tout simplement époustouflant, et que finalement, en prenant du recul, ChatGPT a encore beaucoup de chemin à faire pour commencer à concurrencer les juristes, et qu'en réalité, il n'y avait aucune chance que les juristes soient remplacés ou concurrencés par l'intelligence artificielle dans les années à venir. Et là, je voulais pousser un coup de gueule contre les ultra-crépidarianistes, excusez-moi le terme. Ce sont les personnes qui ne maîtrisent pas fondamentalement les sujets. Aujourd'hui, il faut savoir que sur l'intelligence artificielle, tous les débats sont en cours. Et on ne peut pas être trop péremptoire sur ce qui va se passer à l'avenir. On a des gens comme Elon Musk, comme Ray Kurzweil, qui nous disent que l'intelligence artificielle générale va arriver, et que donc l'humain va être concurrencé sur tous les aspects de sa vie par l'intelligence artificielle, et qu'il faut se préparer à augmenter nos QI pour réussir finalement à tenir le rythme face à l'IA. On a d'autres grands pontes de l'intelligence artificielle qui pensent que ça ne va pas arriver. Mais quand on a ces deux visions qui s'affrontent avec des personnes qui sont éminemment intelligentes et éminemment conscientes des problématiques techniques qui se posent sur les sujets, moi ça m'agace de voir des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui osent nous dire que dans 5 ans ceci ne va pas se produire, ou que dans 5 ans ceci va se produire. Vous n'en savez rien, il faut toujours partir du principe, chers auditeurs, quand vous écoutez des créateurs de contenu, de vous dire que il y a des hypothèses plausible sur le développement d'intelligence artificielle, les risques, les impacts que ça peut avoir, mais il ne faut pas ni sombrer dans le catastrophisme, ni sombrer dans le positivisme, parce que le métier de juriste, c'est un métier qui va être révolutionné par l'intelligence artificielle, et c'est un métier qui va avoir beaucoup de nécessité en fait d'adaptation et d'évolution par rapport à cette nouvelle technologie, et sans savoir encore comment l'IA va se développer dans les années à venir. Est-ce que GPT-5 va être encore à un niveau bien au-dessus de GPT-4 et va encore révolutionner le domaine de la science? On n'en sait rien. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours garder un recul critique sur ce qui se dit, et il faut essayer d'avoir toutes les possibilités en tête et tous les scénarios en tête quand on essaye de parler d'un sujet. J'avoue que je réagis plus à ces professeurs, ces personnes qui ne comprennent rien à l'IA, enfin à l'IA générale. En fait, ce qui m'ennuie, c'est surtout que, comme ces personnes, en fait, ne risquent rien, parce que elles peuvent dire n'importe quoi, elles ne risquent rien, bah, elles disent ce qu'elles pensent, elles sont incompétentes sur le sujet, mais c'est pas grave. Si quelqu'un comme moi, même toi, hein, je pense, mais moi, comme je suis indépendant et tout, c'est important. Si je dis une bêtise, en fait, bah c'est grave. Et que ça va savoir, et que on va, voilà, et à juste titre, on dira que je suis pas bon, que je fais mal mon travail, que machin. C'est normal. Mais quand c'est des gens comme ça qui sont protégés, en fait, bah, ils peuvent dire n'importe quoi, il n'y a pas de risque. Donc, je me rappelle de cette tribune d'un professeur, je sais plus son nom, de toute façon, c'est pas le but, qui a fait une tribune sur ChatGPT est un piètre juriste. Et j'ai lu la tribune, et j'ai lu 3 fois pour être sûr vraiment que je comprenne, pour être sûr de ce que je pensais, et je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Enfin, soit il fait exprès, soit c'est très grave. Le professeur en question avait utilisé ChatGPT, la version gratuite, donc 3.5, donc GPT 3.5, qui est un LLM qui est intéressant pour certaines choses, mais qui n'est pas pour du raisonnement, surtout juridique. Et il avait posé une question en droit du travail. À l'époque, les données étaient arrêtées à septembre 2021. Les données, le droit du travail en France, on sait que c'est un des droits les plus mouvants. Et surtout, c'est une question, je ne sais plus laquelle, hein, j'ai oublié, mais qu'on pouvait poser à Google. J'ai vu des posts sur LinkedIn d'avocats, de juristes qui, en gros, ChatGPT est nul, et tout intelligent qu'ils se pensaient ont mis une copie écran. Ils ont mis un screen de ChatGPT, alors que là on voyait le beau rond vert, donc ça veut dire qu'ils utilisaient la version gratuite. Première erreur. Et je me rappelle de cette question, en plus c'était mon domaine plutôt où j'étais à l'époque, c'était en début d'année. Quelle est la fiscalité des crypto-monnaies en France? Mais on ne pose pas cette question à ChatGPT. Donc là,
l'idiot du village, si je puis dire, c'est pas ChatGPT, c'est plutôt l'auteur de ce post qui n'a rien compris, qui n'a pas du tout compris comment on utilise une IA générative textuelle. On ne pose pas des questions comme on en poserait sur Google. Seule exception quand on utilise Google Bard, parce que Bard, qui n'est pas excellent clairement en IA générative, par contre c'est un moteur de recherche avancé. On pose ces questions-là à un moteur de recherche, pas à une IA comme ChatGPT. Une IA pour ChatGPT, c'est pour du raisonnement, du brainstorming, ce genre de choses, pas Google. Alors un jour, peut-être que ChatGPT les modèles GPT et GPT-5, t'en parlais, seront tellement puissants qu'on pourra remplacer Google, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, je recherchais l'étude là pendant qu'on parlait. Goldman Sachs a fait une étude et indiqué en avril, GPT-4 était à peine sorti, au mois d'avril 2023, que 44% des métiers, des tâches, c'est plus important le mot tâche, des tâches juridiques aux États-Unis pouvaient être faites par une IA. 44%. C'est le deuxième secteur. Malheureusement, j'ai pas retrouvé cette étude. Si vous voulez la retrouver vous-même, c'est une étude de Goldman Sachs qui date du mois d'avril et qui indiquait que 44% des métiers juridiques, des tâches juridiques, des tâches, c'est très important, pouvaient être réalisées par une IA. Il y avait un secteur au-dessus, mais je l'ai oublié. Que ces professeurs le veuillent ou non, l'IA va réformer sensiblement le secteur juridique, et notamment le métier d'avocat, qui aussi, il faut bien le dire, a une avance, non pas parce que les avocats sont férus de technologie, on le sait que certains ne le sont pas du tout, il y a encore un Word de 2011 chez certains avocats, c'est qu'ils ont un monopole légal. Et que ce monopole légal, alors je ne le remets pas du tout en cause, c'est pas ça, mais en tout cas ce monopole ne les incite pas forcément à aller vers l'innovation, qui est pourtant essentielle. Par contre, certains avocats vont y aller vers l'innovation, et il y en a déjà qui y vont aujourd'hui, je peux vous le dire, je les vois, ce sont mes clients. Ils y vont, ils veulent absolument avancer vite avec l'intelligence artificielle générative, et ce seront ces avocats qui seront dans quelques années mis en avant. Ce ne seront pas ceux qui ne veulent pas se mettre à jour des technologies. Donc oui, l'IA générative va continuer à s'améliorer. Oui, l'IA générative sera aussi bonne qu'un avocat et un juriste dans pas longtemps. Et comme je l'ai dit sur LinkedIn, si aujourd'hui GPT-4 ne peut pas être aussi bon qu'un avocat ou un juriste, c'est la réalité. Ce n'est pas parce que son raisonnement est mauvais, son écriture est mauvaise, c'est parce que c'est la première raison. GPT-4 n'a pas accès aux bases de données juridiques privées. Voilà. Et que si GPT-4 avait accès aux bases de données juridiques privées, on pourrait lier son raisonnement juridique avec des données à jour. Bien sûr, ce ne sera pas parfait. C'est pour ça que je parle toujours de pré-rédaction, de pré-travail, de travail pré-mâché. Vous n'envoyez pas ça à votre client, vous relisez. Alors parfois, ça peut être très bien, donc vous envoyez ça. Mais vous relisez. Ça peut créer des plaidoiries, mais vous les relisez. C'est important. Et comme toujours, sans données sensibles. Mais ChatGPT peut le faire. GPT-4 peut le faire. Aujourd'hui, imaginez GPT-5. Quand on voit la différence entre GPT-3, en fait, le 3.5, c'est une version améliorée du 3 pour GPT, mais c'est GPT-3. Entre GPT-3 et GPT-4, la différence en termes de raisonnement, elle est hallucinante, si je puis dire ça, parce qu'on est dans le monde de l'IA générative. Imaginez entre GPT-4 et GPT-5. En fait, c'est irréversible. C'est comme Internet. C'est comme si dans les années 90, on disait Internet, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je veux, de toute façon, ça ne va pas marcher, ça ne sert à rien. C'est la même chose. Sauf que là, on va encore plus loin dans la technologie. Donc, nier ça, c'est nier la réalité et c'est se penser protégé, en tout cas pour les avocats ou les notaires, qui sont aussi concernés, mais ils s'expriment beaucoup moins sur le sujet. Je remarque, c'est nier la réalité. Donc, j'encourage tous les avocats à regarder ce qui se fait sur GPT-4, ChatGPT, idem pour les juristes, idem pour les notaires, idem pour les professeurs, parce que,
qu'on le veuille ou non, on y est en plein dedans et on va y aller de plus en plus et ça va de plus en plus s'améliorer et ça fait déjà des choses incroyables aujourd'hui. Donc, je ne peux pas imaginer un avenir où je ne sais pas pour quelle raison on va rester bloqué à ce niveau. Parce que quand on sait utiliser ChatGPT, et c'est ce que font les élèves de ma formation pour le milieu juridique, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et ils peuvent se concentrer sur les tâches à haute valeur à ajouter. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Donc, il ne faut pas nier la réalité qui est là. Ça conclut très très bien cette partie du rendez-vous expert. En réalité, on le dit très souvent, mais ce qui va remplacer les professionnels du droit, en tout cas à l'heure actuelle, ça ne sera pas l'intelligence artificielle, mais ça sera bien les professionnels du droit qui sauront tirer profit de l'intelligence artificielle, parce que c'est eux qui vont réussir à s'adapter au monde technologique dans lequel on est. Et si demain, on ne peut pas savoir, mais l'intelligence artificielle, GPT-5, GPT-6, va devenir disruptif et va encore plus concurrencer l'humain, eh bien, ceux qui arriveront à résister, ce seront ceux qui auront déjà commencé à maîtriser, d'une certaine manière, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Donc n'écoutez pas les personnes qui vous disent de rester dans votre zone de confort, qui vous disent que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle n'arrive pas à répliquer ce que fait le cerveau humain et que donc du coup, vu que c'est un simple modèle statistique qui répercute de manière idiote le mot qui aura le plus de probabilité d'atterrir derrière le mot précédent, c'est faux. C'est faux. On s'en fout du fait que ça soit intelligent ou pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Et quand on voit les résultats époustouflants des IA génératives aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut savoir les maîtriser et qu'il faut savoir les intégrer dans nos différents domaines professionnels et en l'occurrence dans le domaine du droit. Alors cher Benjamin, je te propose qu'on passe désormais à la troisième rubrique, la rubrique que tout le monde attend tous. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens que si vous appréciez cette émission, abonnez-vous et encore une fois, laissez un 5 étoiles à cette émission. On passe tout de suite, cher Benjamin, au grand test. Alors Benjamin, pour le grand test d'aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu connais Fort Boyard? Oh, c'est toute mon enfance. Eh bien écoute, je te propose de te replonger en enfance pour un petit jeu qui t'est concocté par le Père Fouras. Allez, c'est parti. Ah, Benjamin, bienvenue dans l'antre des énigmes et des mystères. Ici, dans mon tourbillon de devinettes, nous allons mettre à l'épreuve votre esprit affûté. Vous affronterez 4 énigmes, chacune dédale de mots et de sagesse où le droit et le numérique se mêlent et s'entremêlent. Si vous déjouez mes énigmes, oh, quelle victoire ce sera! Nous chanterons vos louanges lors de notre prochaine émission, une publicité sans pareille pour votre expertise et sagacité. Mais attention, si les réponses vous échappent, on gage vous attend, vous devrez promouvoir Esprit IA, notre havre de savoir sur l'intelligence artificielle, avec toute l'ardeur et l'enthousiasme que vous possédez. Alors, Benjamin, êtes-vous prêt à affronter les 4 énigmes de Fort Boyard? Que le jeu commence. Alors Benjamin, est-ce que tu es prêt à affronter ces fameuses 4 énigmes? Oui. Alors c'est très simple, à chaque fois que tu auras l'énigme du Père Fouras, je te laisserai 30 secondes pour tenter de donner la réponse. Alors tu peux en donner un maximum pour essayer d'emporter la victoire. Allez, c'est parti pour la première énigme. Dans les dédales du droit du Biritu de loi veille. Elle protège les secrets cachés aux bêtères virtuels. Ses armes sont le consentement et la transparence, gardant les citoyens loin de l'oubliance. Quel est son bon qui résonne à travers l'Europe, comme un bouclier contre l'indiscrète de loupe? C'est dit d'une façon à laquelle je m'attendais pas, mais c'est le RGPD. Exactement, bravo.
Bravo, tu as remporté la première énigme. Allez, on passe à la seconde. Dans le vaste univers de la technologie des étoiles, un visionnaire se dresse ambitieux et hardi. Avec des rêves de Mars et de voitures électriques, il défie les normes et les critiques. Qui est-il? Me semble que c'est notre bon vieux Elon Musk. Eh oui, bravo, bravo Benjamin. Bon, pour le moment, les questions sont pas très difficiles, hein, mais Mais comme c'est dit d'une façon complexe, parfois on peut se perdre, mais c'est très bien fait, en tout cas. Ah bah écoute, merci, on remercie le père Fouras qui pose tout de suite sa troisième question. Dans le labyrinthe des voies et des lois, je suis celui qui guide et défend vos droits. Ni juge ni parti, mais souvent en plaidoirie, je navigue dans les mers du code et de la vice. Pour certains, un fruit, pour d'autres, un dalier. Qui suis-je donc dans ces salles de palais? Bon, je crois qu'on vient d'en parler, les avocats. Ah oui, exactement. Allez, on passe tout de suite au dernier du père Fouras. Dernière question pour vous, Benjamin. Au pays de l'Est, où le dragon sommeille, où nombre veille et épis sont pareils. Chaque geste, chaque mot, chaque pas écouté, dans un livre où les âmes sont pesées. Ce n'est ni un conte, ni une fable ancienne, mais un système réel où chaque action entraide. Comment nomme-t-on cette toile tissée où les citoyens sont évalués et classés? Ah, question intéressante de la part du père Fouras. Est-ce que tu as la réponse, Benjamin? Le compteur est lancé. C'est plus dur la dernière, mais c'est le crédit social à la chinoise, donc la Chine. Eh oui, bravo, C'est ça, ok. bravo, bravo, J'avais un Benjamin. doute, mais voilà, c'est ça. Eh bien, bravo, tu as remporté les énigmes du Fort Boyard. Donc, lors de la prochaine émission, je ferai la promotion pour ton compte sur les réseaux sociaux. Évidemment, je parlerai de notre émission et puis je parlerai de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Félicitations à toi. D'ailleurs, j'en profite pour honorer le gage de la fois précédente. Je vous invite, chers amis, à également aller vous abonner au compte Instagram de AI with Alice, qui est une chef de projet européenne, qui est particulièrement brillante et qui maîtrise sur le bout des doigts les thématiques également liées à l'éthique de l'intelligence artificielle et qui a également une dimension un peu plus technique que moi sur ces sujets-là en matière de data science notamment. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore écouté l'émission précédente qu'on a fait avec AI with Alice, allez-y également, vous la retrouverez évidemment sur le Spotify de Esprit IA. On a parlé des 7 principes qui ont été élaborés par l'Union européenne sur l'éthique de l'intelligence artificielle, la responsabilité, les biais, la discrimination, évidemment les questions de supervision humaine, et on a parlé vraiment de toutes ces grandes notions qui permettent de mettre en place l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc si vous n'avez pas encore écouté cette émission, allez-y, vous découvrirez plus en détail ce que fait AI with Alice. Écoute Benjamin, tu as remporté le jeu, je te félicite encore une fois. Je pense que pour les fois suivantes, il faudra que je fasse des questions un petit peu plus difficiles, hein, parce que mes invités gagnent tout le temps. C'est vrai que celle-là était facile. Ouais, c'est vrai que c'était facile, mais en tout cas c'était très sympa. Je te propose qu'on passe tout de suite à la dernière rubrique, cher Benjamin, l'écho des curieux. Alors, l'écho des curieuses, chers auditeurs, vous le savez, c'est la rubrique qui vous donne la parole et désormais, on vous propose en amont de chaque émission, vous pouvez retrouver notamment ces scénarios sur mon compte Instagram, le MED-IA, le MED-IA, eh bien vous retrouverez un scénario en amont de chaque émission qui est en lien avec la thématique du jour et qui en fait va faire appel à votre réflexion, à vos avis qu'on va lire en émission. Et donc là, en l'occurrence, le scénario d'aujourd'hui est le suivant. 2040, une IA détermine avec une précision de 99,99% qui sont les individus qui vont commettre un crime prochainement. Ils sont systématiquement arrêtés par la police puis jugés.
Depuis, la société est plus paisible. Seriez-vous prêt à accepter ce type de société? Qu'en est-il de la présomption d'innocence? Alors là, ça pose tout un tas de questions sur lesquelles on va revenir rapidement avec Benjamin. On a eu, et je vous en remercie, beaucoup de retours de la part de nos auditeurs et on va citer une sélection de ces retours. Mais merci à tous ceux qui ont commenté évidemment et pour les fois suivantes, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que on continuera à vous donner la parole. Alors première réaction, on a Aurélie C qui nous dit: si cela existe un jour, qu'advient-il de l'élément matériel de la commission du crime? Je me contente de l'élément matériel puisque l'élément moral, même lorsqu'il y a de forts doutes, le système ne réagit pas. Enfin, il ne faudrait pas que l'IA devienne un outil de contrôle et de soumission des populations. Éviter qu'une personne perde la vie, oui, mais sur quels critères concrets, par quels moyens l'IA pourrait-elle le savoir? C'est un sujet qui mérite beaucoup de réflexion et très intéressant. Et enfin, qu'advient-il de l'infime partie d'erreur de l'IA? Alors, Benjamin, je te laisse la parole. L'élément matériel, c'est vrai que alors, je suis moins spécialiste en pénal. En fait, on pourrait intégrer ça à une enquête, tout simplement. On intègre l'IA à une enquête faite par des enquêteurs. Et si les enquêteurs pensent qu'un crime va être commis par la personne X, eh bien, il faut qu'ils aient des éléments de preuve. Voilà, donc c'est exactement... Parce que pour le coup, l'élément matériel, c'est quand c'est réalisé, en fait. Enfin, en tout cas, pour un crime. C'est pas avant. Mais après, ça peut être l'intention de aussi. Bah, ça pourrait faire partie, oui, du corpus utilisé par les enquêteurs. Pour moi, je vois, c'est la meilleure façon de l'utiliser, je pense. Oui, bah très intéressant, encore une fois, cette notion de supervision humaine. Finalement, l'humain qui garde la supervision sur le modèle et qui n'est utilisé que comme outil d'aide à la décision et pas comme décideur in fine. On a d'autres réactions, notamment la réaction de Ayoub que je salue, qui est créateur de contenu sur l'IA. N'hésitez pas à le suivre également. Qui nous dit « Hâte d'en savoir plus, perso, je trouve que ce serait une grande avancée, j'aime bien l'idée. » Alors là, c'est vraiment une réponse qui détonne avec les autres que j'ai reçues et c'est intéressant également de voir que certaines personnes sont assez finalement enthousiastes à l'idée que l'IA puisse permettre de rendre la société plus saine. On a Romuald B qui nous dit « Très bon sujet, mais l'IA se baserait sur quels critères ? Un homme décide de tuer par préméditation une personne. Il est stoppé avant de commettre le méfait, ok. Mais qu'en est-il d'un homme qui voit débarquer un homme armé pour commettre des meurtres et le tue avant qu'il commette l'horreur? Sera-t-il traité de la même manière par l'IA? Et de même pour la légitime défense, comment sera-t-elle traitée? Bon, je pense que l'élément de réponse que tu as donné tout à l'heure est également valable pour ce commentaire. Il faudrait en fait que l'IA soit un outil d'aide à la décision, qu'elle s'intègre au sein des enquêtes, qu'elle permette d'identifier des éléments de preuve, mais que l'humain, l'enquêteur, derrière, reste in fine le décisionnaire. Contrairement à ce que font certains, j'ai horreur de faire des prédictions sur des choses... Ou alors je le dis avant, c'est une prédiction, c'est une prospective, j'en sais rien, mais c'est mon avis. Voilà. Là, pour le coup, j'ai pas d'avis parce que je suis incapable de savoir avec quelles données pourrait être entraînée cette IA. De là, ça pourrait être la même IA que ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'aide aux magistrats. Donc une IA surprotégée puisqu'on aurait des données quand même, alors là, encore plus sensibles que des données de dossier. Ce serait le même système d'entraînement au final. Je pense, oui, ce serait un LLM. Après, un LLM, c'est un modèle de langage, donc ça pourrait être autre chose. Mais en tout cas, si c'est toutes les IA génératives sont entraînées de la même façon, toutes les IA sont entraînées de la même façon, c'est du machine learning, du deep learning, donc il faut lui donner à manger des données pour qu'elle puisse réaliser ce à quoi elle est destinée. Donc là, la prédiction. Mais alors, quelles données elle utiliserait? Là, pour le coup, je peux te dire qu'il y aurait un nombre de données sensibles hallucinant parce qu'on aurait des données comportementales, des données génétiques, des données... En fait, je vois pas comment elle pourrait faire des données ethniques, même, je pense. Donc, ce serait catastrophique. En fait, je sais même pas. Faudra vraiment faire très attention parce que les données d'entraînement pourraient être vraiment très, très sensibles. Donc, je ne sais pas comment cette IA pourrait être entraînée.
Écoute, super intéressant, je te propose qu'on passe tout de suite à la dernière réaction qui nous provient de Droit dans le Num, un compte qui est très intéressant sur le droit numérique à suivre sur Instagram. Ça nous vient de Laetitia qui est elle-même avocate et qui nous dit « J'envisage difficilement une société où l'IA puisse déterminer avec autant de précision à l'avance les individus qui commettraient des crimes au même titre que dans le film Minority Report. Cela reviendrait notamment à prendre en compte la conscience humaine et une notion de libre arbitre dans le comportement humain pour l'IA qu'elle n'est pas encore capable d'effectuer à ma connaissance. Anticiper des crimes me paraît donc très difficile, surtout au regard des droits de l'homme et du principe de présomption d'innocence qui veut que, faute de preuve de culpabilité, l'individu reste présumé innocent. Ici, comment l'IA pourrait rapporter ce type de preuve si l'événement ne s'est pas encore produit ? Au-delà de ce principe, cela reviendrait également à porter atteinte à l'exercice des droits de la défense et à l'égalité des armes puisqu'il serait difficile de se défendre face à une analyse uniquement statistique fondée par une IA et une absence de preuves. Même si c'était envisageable, cela voudrait dire qu'elle serait tellement fiable que personne ne pourrait biaiser son analyse par des manœuvres particulières. À mon sens, une utilisation comme celle-là paraît encore beaucoup trop délicate pour être réalisée et acceptée. Alors, là, je trouve que ça revient du coup sur toutes les notions dont on a parlé au préalable. Alors, à moins que tu aies à compléter, Benjamin, je trouve que ça... On voit à quel point finalement le sujet de l'intelligence artificielle pose de vraies questions philosophiques pour ce qui pourrait advenir dans les années à venir avec son déploiement dans un grand nombre de secteurs et en l'occurrence le secteur de la justice. C'est vraiment des sujets qui sont passionnants et j'ai hâte de continuer dans les prochaines émissions à soumettre comme ça des scénarios aux auditeurs parce que ça nous fait réfléchir tous ensemble et ça nous pousse à nous poser des questions sur l'éthique de l'intelligence artificielle et en l'occurrence là ça a été le cas aujourd'hui. Alors pour conclure, Benjamin, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cette émission de Esprit IA. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton compte LinkedIn. Est-ce que tu veux nous en reparler un petit peu plus et nous dire potentiellement ce que tu prévois dans l'avenir au niveau de tes posts, de ta newsletter ? Quels sont tes projets ? Alors, si c'est que le contenu, je publie chaque jour, normalement. Je publie chaque jour. En général, c'est réparti entre la semaine où je parle de l'IA, rarement perso, mais ça arrive. Et le week-end, c'est plus l'inverse, c'est des sujets plus généraux sur moi. Mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre aussi. Et la newsletter, alors je continue d'essayer de faire une fois par semaine. Alors c'est tous les jeudis à 8h08 précise. Bon, il y a une petite histoire, mais c'est pas très important ici. Donc tous les jeudis à 8h08 précise. Il se peut que je saute un peu, mais c'est pas très important. Et j'essaie le plus possible de rester centré sur le sujet de l'éthique appliquée à l'IA, mais je sais que les lecteurs sont aussi intéressés par les outils, par l'actu, voilà. Donc, par exemple, au moment où est tourné ce podcast, la semaine dernière, cette semaine même, j'ai présenté comment j'ai pu construire un GPT, donc un robot personnalisé, un bot directement dans ChatGPT. C'était un bot RGPD qui fonctionne assez bien, parce que je l'ai entraîné pour. Donc voilà, j'ai expliqué exactement comment j'ai fait, et la newsletter a été vraiment lue, et plus que les éditions précédentes. Donc je continue, certes l'éthique, mais je continue d'autres types de contenus sur cette newsletter. Écoute, merci beaucoup Benjamin, c'était un vrai plaisir que de te recevoir sur ce plateau. Tu es le bienvenu pour revenir quand tu voudras sur le plateau pour parler du sujet de ton choix en rapport avec l'éthique de l'intelligence artificielle. C'était vraiment super de te recevoir. Les auditeurs, je vous invite à vous abonner encore une fois à cette émission 5 étoiles et puis si vous souhaitez nous soutenir également, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee, le lien en description, on a besoin de vous. N'hésitez pas à nous faire un petit don à la hauteur de vos moyens parce qu'on a besoin de vous pour continuer et pour continuer à vous proposer un maximum d'émissions. Voilà, merci à tous, j'espère que l'émission vous a plu, on se retrouve très vite dans Esprit IA. Je vous dis au revoir.